Bonjour, Aïssata Seck, directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, conseillère régionale d'Île-de-France et présidente de l'Association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs sénégalais, parlons-en un peu. Les tirailleurs sénégalais, c'est une grande histoire et je dirais pour ma part une histoire d'amour déjà, parce que c'est le combat de toute une vie, c'est un combat que j'ai porté dans mon cœur, que j'ai porté dans mon engagement militant, que j'ai porté dans mon engagement associatif. Et donc pour moi, c'est d'abord une histoire d'amour, mais c'est surtout une histoire peu connue. C'est une histoire qu'il est important de raconter aujourd'hui à la jeunesse africaine, à la jeunesse française, mais pas uniquement. Et c'est une histoire qui mériterait d'être mieux mise en lumière parce que elle permet de raconter plusieurs histoires dans l'histoire, et donc les tirailleurs sénégalais, pour moi, c'est une grande histoire dans le temps long de notre histoire internationale. La pétition. La pétition 2016, je lance une pétition. Une pétition, pourquoi? Parce que il y avait quelques centaines de tirailleurs sénégalais qui vivaient en France, qui depuis un certain nombre d'années, qui sont soit revenus après la Seconde Guerre mondiale ou après la guerre d'Algérie ou la guerre d'Indochine, qui participaient à l'économie française, qui vivaient pour la plupart dans des conditions extrêmement difficiles et qui pour certains avaient fait la démarche de devenir français, enfin de redevenir français, parce que ils estimaient qu'ils participaient à l'économie française et à la vie de la cité française, et on leur refusait tout simplement cette nationalité. Et pire que ça encore, les anciens tirailleurs qui ont fait ces démarches recevaient des courriers qui stipulaient qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour devenir français. Et quand j'ai commencé à m'occuper de ce dossier et que j'ai lu cette phrase dans ce courrier, je me suis dit que c'était déjà d'une part inadmissible, et au-delà de ça, qu'est-ce qu'être français aujourd'hui alors qu'on a des hommes venus de toute l'Afrique subsaharienne qui ont combattu aux côtés de la France, qui ont permis notre liberté? Et j'ai trouvé que c'était extrêmement injuste, et j'ai décidé de lancer ce combat en lançant cette pétition. À la base, je l'adressais à la nation française, et en réalité, c'est une pétition qui a tourné dans le monde entier parce qu'elle a permis de recueillir plus de 65 000 signataires. Et grâce à ces signataires, on a obtenu gain de cause auprès du président de la République François Hollande, et en 2017, tous les anciens tirailleurs sénégalais, donc venus, comme je l'ai dit, de toute l'Afrique subsaharienne, qui souhaitaient obtenir cette nationalité, l'ont obtenue. Et donc ça a été un des premiers combats qui a été mené pour la reconnaissance des droits des tirailleurs sénégalais, et c'était juste un moment exceptionnel et magnifique. Pourquoi ce combat pour les tirailleurs sénégalais? Comment la connexion s'est faite avec ces tontons, comme vous les appelez? Oui, mes tontons, parce que on a créé un lien affectif très très fort avec ces anciens tirailleurs. Pourquoi ce combat? Tout simplement parce que je dirais que je pense que c'est peut-être un peu fort de dire ça, mais je pense que c'est un combat qui m'était destiné. Je suis petite fille de tirailleurs sénégalais, j'ai toujours baigné dans le milieu associatif depuis toute petite. J'ai toujours été touchée par le militantisme et les différents combats qu'on pouvait mener, notamment pour faire reconnaître ou pour transmettre l'histoire de la culture africaine ou de la culture peul. Et en réalité, quand je rencontre, il y a plus de 15 ans maintenant, ces anciens tirailleurs au marché de Bondy à l'époque, donc j'ai su que c'était des tirailleurs parce qu'ils portaient leur médaille, ils arboraient fièrement leur médaille, et donc je suis allée les rencontrer, j'ai commencé à discuter avec eux, j'étais extrêmement fière de pouvoir échanger avec eux, et de fil en aiguille, j'allais à leur rencontre au foyer, l'ancien foyer dans lequel ils vivaient, et en fait je découvre juste des conditions de vie inadmissibles, exécrables, difficiles, et je me suis dit comment des anciens tirailleurs sénégalais qui ont combattu pour la France pouvaient vivre dans ces conditions-là. Donc j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin de comprendre leur situation, j'avais besoin de comprendre pourquoi ils étaient là en France et pourquoi pas dans leur pays d'origine, où j'estimais que peut-être ils vivraient mieux. Donc ils m'ont expliqué un peu leur parcours, et de fil en aiguille, ils me racontent leur histoire, leur vie,
mais surtout les difficultés dans les démarches administratives, et donc je décide d'en faire mon combat. Et au-delà de ce combat de reconnaissance de droit, je me dis, moi en tant que petite fille de tirailleurs sénégalais, c'est une histoire que je connaissais, mais très brièvement. Je savais que mon grand-père avait combattu aux côtés de la France, mais c'est tout. Je ne savais pas quel avait été son rôle et quel avait été en réalité le rôle de ces milliers d'hommes pendant la Première, Seconde Guerre mondiale, guerre d'Indochine, guerre d'Algérie et même avant le premier conflit mondial. Et donc j'ai décidé de m'instruire, de lire, de faire des recherches. Et en faisant ces recherches en parallèle, j'accompagnais ces anciens tirailleurs dans leur démarche administrative. Et en réalité, plus j'avançais dans ces démarches-là, dans ces dossiers, dans ces lectures, plus je me rendais compte que c'était une histoire qu'il fallait transmettre à l'ensemble des Français. Et notamment parce qu'on est, et on était déjà à l'époque dans une période extrêmement difficile, dans des périodes où on divise la population, dans des périodes où on explique à une certaine catégorie de Français qu'une autre catégorie de Français n'a pas sa place en France. Et donc il était important pour moi de raconter cette partie de l'histoire de France et d'expliquer que ces hommes n'ont pas vu de la lumière et ont décidé de venir. Beaucoup ont été enrôlés de force. Nous sommes les descendants de cette histoire, et donc nous sommes nés en France parce que on est descendants de l'histoire coloniale, et donc c'était important pour moi de raconter cette histoire. Donc j'ai eu un volet d'accompagnement administratif et notamment qu'ils puissent récupérer les droits qui leur étaient dus, mais il était à mon sens extrêmement essentiel de faire tout un travail de mémoire, de transmission, et c'est dans cette dynamique-là qu'on a créé l'association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais. Française d'origine sénégalaise, née en Yvelines. Oui. Quelle fut votre enfance? Alors j'ai grandi en banlieue, dans un quartier populaire, les Mureaux, quartier des musiciens. Donc ça a été une enfance extrêmement heureuse. J'ai grandi entourée de mes parents et de mes 7 frères et sœurs. Donc pour ma part, j'ai en tout cas le sentiment, et quand je raconte mon enfance aux Mureaux, pour moi ça a été une enfance heureuse, même si quand on grandit, on se rend compte qu'on était aussi enfermé dans un certain système français qui fait qu'on n'allait pas forcément à la découverte d'autre chose. Mais une enfance heureuse avec une famille aimante, 4 filles, 4 garçons. C'était parfois le fight à la maison, notamment quand il y avait des matchs de foot PSG-Marseille. Mais j'ai surtout grandi avec la double culture, parce que très tôt, j'ai appris de ma culture pieule, de la culture sénégalaise. La semaine, du lundi au vendredi, on était habillés à l'occidental. Le week-end, on était en tenue traditionnelle. Il y avait toujours du monde chez mes parents. Moi, par exemple, je ne sais pas cuisiner en petite quantité. Je cuisine que des grosses marmites, mais parce que en fait, j'ai appris ça depuis toute petite. Donc, une enfance heureuse dans le partage, avec bien évidemment les difficultés qui étaient les nôtres et qui étaient celles de mes parents. On s'en rend compte évidemment bien plus tard quand on découvre autre chose, mais une enfance heureuse, oui. L'engagement est quelque chose d'inné presque chez vous. Il y a eu un incident qui s'est passé dans votre maison familiale. Vous pouvez y revenir? Oui, un incident assez difficile en réalité, parce que grandir et vivre en quartier populaire avec les aléas que ça peut comporter, c'est parfois difficile, on a parfois des moments extrêmement tragiques. Et il y a quelques années de cela, mes parents ont vécu une perquisition illégale à leur domicile. Et donc ça a été une perquisition extrêmement violente et traumatisante pour mes parents, mais pour mes frères et sœurs aussi, parce que on a une quinzaine de policiers lourdement armés qui ont débarqué chez mes parents. Moi à l'époque j'avais quitté le domicile familial. Ils ont menotté violemment mon petit frère, ils ont lourdement chahuté mes 2 sœurs et ma mère, ils l'ont sorti du lit alors qu'elle n'était pas habillée, ils ont arpenté le domicile pendant une quinzaine de minutes pour se rendre compte qu'au final, ils s'étaient tout simplement, tout bonnement trompé d'appartement. Et donc c'est un traumatisme de toute façon qui restera à vie. Et c'est aussi un traumatisme qui suscite en nous une forme de colère énorme. Alors c'est vrai que moi j'étais déjà engagée dans le milieu associatif, pas encore politique, mais en tout cas dans le milieu associatif. J'avais quelques armes pour pouvoir défendre ma famille et me battre, mais on se rend compte néanmoins que
Voilà, ma famille l'a vécu et je le sais parce que j'ai eu aussi des échos et j'ai pu lire un certain nombre d'articles que d'autres familles ont vécu des situations similaires que la nôtre. Nous, on a fait le nécessaire en portant plainte, en alertant les médias. Donc on a été très très vite reçus, très très vite accueillis, même si la plainte qui a été déposée par mes parents et mes frères et sœurs a été classée sans suite, parce qu'on estime que l'erreur pouvait être commise. On donne le droit à l'erreur, même si l'action est extrêmement violente, mais d'autres familles n'ont pas les mêmes moyens que nous pour se battre. Et je me dis que c'est extrêmement compliqué et difficile parce que ça arrive quasiment tout le temps dans les mêmes endroits, quartiers populaires, banlieues, même familles, issues de l'immigration, etc. Et c'est là où on a un mal dans notre société française qu'il faut combattre, et l'engagement associatif et même politique est là pour ça. Il y a un autre événement qui a aussi marqué votre parcours de vie, c'est la mort de Ziad Ebouna. Oui, 2005 la mort de Ziad Ebouna qui ont provoqué les révoltes urbaines. C'est toujours tragique, la mort de 2 enfants, de 2 jeunes, dans des conditions comme celle-ci. Et c'est vrai qu'à l'époque, en 2005, quand je vois ça, et que je vois pléthore de politiques ou de militants associatifs qui prennent la parole, mais qui sont des personnes qui n'ont jamais vécu en banlieue, qui ne connaissent pas l'histoire et le vécu de ces personnes, je me suis dit c'est pas possible, on a besoin d'avoir une autre parole. Alors on a eu le maire de l'époque, Claude Dillin, paix à son âme, qui a excellemment bien défendu Clichy-sous-Bois, la question des banlieues, et il a été question à la suite de ses propos et de ses prises de parole, de mettre en place des plans banlieues, etc. Mais on a surtout beaucoup vu de personnes qui n'avaient jamais vécu dans nos territoires et qui ont passé leur temps à cracher sur les jeunes de banlieue, à cracher sur les jeunes issus de l'immigration, à fustiger les parents, etc. Alors qu'on avait 2 jeunes qui venaient de perdre la vie, des parents en deuil, des frères et sœurs en deuil, un quartier en deuil, une population en deuil. Et j'ai trouvé ça extrêmement nauséabond, j'ai trouvé ça triste pour notre société française. Et c'est vrai que ça a été une forme de déclic pour moi, où je me suis dit, il faut s'engager en politique. On doit avoir d'autres personnes qui nous représentent, qui ont vécu et qui vivent la banlieue, et qui peuvent raconter ce qui se passe. Et au-delà de raconter ce qui se passe, qui peuvent proposer à l'État des solutions concrètes pour que l'on sorte de tout ça. Actrice associative, mais aussi politique, votre engagement politique, qu'est-ce qui l'a déclenché finalement? En réalité, mon engagement politique est la suite logique de mon engagement associatif, c'est-à-dire que quand on est engagé dans le milieu associatif, on a bien évidemment des moyens d'agir extrêmement importants, et je me suis rendu compte en fait quand je regardais des politiques dans les médias, dans les collectivités territoriales, etc., qui avaient peut-être ce manque de représentativité. Et donc, je décide de m'engager en politique. À l'époque, au Parti socialiste, je n'y suis plus aujourd'hui. Maintenant, je ne suis plus encartée, profondément à gauche, mais je ne suis encartée dans aucun parti politique. Et c'était important pour moi de s'engager, parce que je me suis dit que pour faire bouger les lignes, il fallait être à l'intérieur du système. Donc c'est certes extrêmement compliqué d'être engagé en politique quand on est une femme noire en France. Néanmoins, il y a des moyens de faire bouger les lignes, il y a des moyens aussi d'échanger avec d'autres politiques, de leur faire des propositions de loi à l'Assemblée, au Sénat, et aussi de rencontrer des ministres et aussi le président de la République, déjà de l'époque François Hollande et maintenant Emmanuel Macron, et de les convaincre sur l'importance de porter un certain nombre de dossiers. Donc l'engagement politique est pour moi important. Il est certes complexe, il est certes difficile, mais je pousse cette jeune génération, notamment, je trouve qu'on a une jeunesse beaucoup plus conscientisée aujourd'hui, qui est engagée dans plusieurs milieux, mais elle mériterait vraiment d'être mise en avant et d'accéder à des fonctions électives, que ce soit à l'Assemblée, au Sénat, dans divers ministères et même à la présidence de la République, parce que c'est là que se jouent aussi beaucoup de choses.
conseillère régionale d'Île-de-France, chargée de mission de la mémoire de l'esclavage. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Alors, conseillère régionale d'Île-de-France, c'est ma fonction d'élue. J'ai été élue en 2022 dans le cadre des élections régionales et je suis directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Donc la Fondation pour la mémoire de l'esclavage est une fondation reconnue d'utilité publique. C'est une institution nationale qui existe maintenant depuis novembre 2019 et qui est née en réalité de la loi Taubira de 2001, qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité et qui faisait mention du fait qu'il serait important d'avoir une institution nationale pour traiter de l'histoire et de la mémoire de l'esclavage. Donc la Fondation voit le jour 18 ans après la loi Taubira. C'est long, c'est extrêmement long, mais on a enfin une institution qui est assise ici en France et qui est la seule en réalité au monde, parce qu'il n'existe pas d'institution comme la nôtre de Fondation pour la mémoire de l'esclavage dans le monde entier. Et donc c'est une fondation qui a pour objectif premier en fait d'inscrire l'histoire de l'esclavage colonial comme étant un des faits majeurs de notre société, de produire des contenus scientifiques, pédagogiques et d'utiliser ce savoir pour lutter contre le racisme et les discriminations. Et donc on développe un certain nombre de programmes pour y arriver. On a maintenant 5 ans d'existence, avec, on a une convention avec l'État et on est soutenu par des mécènes privés. Et on est une fondation en réalité redistributrice parce qu'on soutient des appels à projets, mais on produit surtout énormément de contenu, notamment parce qu'on a un conseil scientifique de 40 chercheurs, historiens, pluridisciplinaires, qui travaillent à nos côtés et qui nous aident à transmettre cette histoire. Nous allons revenir sur le dossier des tirailleurs sénégalais qui vous tient à cœur depuis des années. La rencontre avec Hollande à l'époque. La rencontre avec Hollande, ça a été un moment fort parce qu'en fait, donc on a cette cérémonie le 15 avril 2017 et on est dans une période particulière parce qu'il avait annoncé quelques semaines avant qu'il ne se présenterait pas à l'élection présidentielle. Donc c'était un moment assez particulier et moi à l'époque, quand il y a cette cérémonie, je suis une des porte-paroles du candidat à la présidence de la République, Benoît Hamon. Donc je ne savais pas trop comment cette rencontre allait se passer et avant la cérémonie, j'ai un entretien d'environ 15 minutes avec lui, tête à tête, où j'évoque un certain nombre de choses, notamment le fait que j'avais été déçue sur le fait qu'on n'ait pas essayé de mettre en place le droit de vote des étrangers aux élections locales, mais surtout tout le débat nauséabond qu'on a eu autour de la déchéance de nationalité. Donc ça a été d'abord une rencontre à titre privé où on a échangé sur la politique, et ensuite une rencontre avec les anciens tirailleurs. Donc ça a été une très très belle rencontre parce que j'ai toujours estimé que malgré toutes les erreurs qu'il a commises sur d'autres politiques, en tout cas en termes de politique mémorielle, il avait fait, je trouve qu'il a fait le job, il y a eu quand même de grandes avancées au-delà des tirailleurs sénégalais. Et donc ça a été une belle rencontre, mais ça a été surtout une belle rencontre pour les anciens tirailleurs. C'était magnifique. Ça a été une cérémonie, en fait on s'en rappellera toute notre vie. Enfin moi je me rappellerai toute ma vie. Bon, il y a eu d'autres cérémonies après, notamment le retour au Sénégal, mais ça a été extrêmement émouvant pour ces anciens qui ont chanté la Marseillaise devant le président de la République, qui lui a versé sa larme. Enfin, c'était une très très belle cérémonie. Puis par le biais de votre association, quelles sont les actions concrètes qui ont été faites en faveur des tirailleurs sénégalais ? Alors beaucoup de choses ont été faites parce que après en fait ce moment autour de la naturalisation française, on se rend compte très vite qu'il y a pas mal de choses à faire, notamment tout le travail de mémoire. Donc on a beaucoup fait le tour des écoles pour transmettre cette histoire en collège, en lycée et même à l'université. On a sillonné les villes de France, on a participé à énormément de cérémonies commémoratives, on a organisé des ravivages de la flamme sous l'Arc de Triomphe pour mieux transmettre cette histoire, mais on a continué aussi à travailler sur les questions de droit, parce qu'au-delà de la question de naturalisation des tirailleurs sénégalais, il subsistait jusqu'à encore
encore très récemment de grandes problématiques quant à leur dossier administratif. Beaucoup d'entre eux, très âgés, souhaitaient terminer leur fin de vie dans leur pays d'origine et jusqu'en 2023, ils n'avaient pas cette possibilité. Ils étaient dans l'obligation de rester 6 mois sur le territoire français pour continuer à toucher leur allocation minimum vieillesse. Certains d'entre eux dépassaient de 5 jours ces 6 mois et on leur coupait cette allocation minimum vieillesse et pire que ça, on leur demandait de rembourser l'année antérieure. Donc on a des anciens tirailleurs qui ont été endettés de 15 000 euros, 17 000 euros. Donc il a fallu entamer des démarches administratives, interpeller l'État, demander l'annulation de la dette. Et en 2023, enfin, le président de la République, Emmanuel Macron, a permis une mesure dérogatoire qui fait que tous les anciens tirailleurs qui vivent à l'étranger et qui vivent en France, et qui souhaitent rentrer et terminer leur fin de vie dans leur pays d'origine peuvent le faire maintenant et ils continuent à toucher cette allocation minimum vieillesse qui leur permet en réalité de vivre décemment. Donc ça a été quand même un des moments cruciaux dans le combat, parce que quand on sait qu'ils vivaient dans des conditions extrêmement difficiles, on est quand même beaucoup plus rassuré de les savoir auprès de leur famille, et notamment parce qu'ils étaient de plus en plus, ils avaient de plus en plus de mal à marcher, leur santé se dégradait de jour en jour, et on est toujours mieux quand on est entouré de sa famille. Donc 2023, ça a été aussi un moment important dans le combat et la reconnaissance des droits des tirailleurs. Est-ce que ce combat pour la reconnaissance des droits des tirailleurs est juste focalisé sur les tirailleurs, ou est-ce qu'il y a une extension envers leurs femmes ou leurs enfants? Malheureusement, non. Et ça, c'est... Alors, en fait, il y a 2 sujets, il y a même plusieurs sujets. Il y a la question du retour au pays et donc la possibilité de rester définitivement dans son pays d'origine et de continuer à toucher cette allocation minimum vieillesse. Donc, ces droits sont uniquement acquis pour les tirailleurs sénégalais. Enfin, quand on dit sénégalais, je devrais dire même tirailleurs africains. C'est le terme le plus logique qu'il faudrait employer. Et c'est un droit qui, à mon sens, devrait être aussi octroyé à l'ensemble des immigrés âgés qui souhaitent terminer, en tout cas faire leur retraite, profiter de leur retraite dans leur pays d'origine. Aujourd'hui, un immigré âgé, qui n'est pas donc français, et même français en réalité, n'a pas la possibilité de vivre plus de 6 mois à l'étranger. Et ils sont en plus excessivement contrôlés, on le sait. Quand ils partent et qu'ils doivent rentrer, ils doivent envoyer la photocopie de leur passeport pour prouver qu'ils n'ont pas fait plus de 6 mois. Donc il y a des contrôles aléatoires, mais après vérification de situations et notamment d'immigrés âgés qui vivent dans des foyers à Doma, ils sont contrôlés au moins 1 fois par an. On a des agents qui viennent au foyer frapper dans les portes des chambres pour demander ce contrôle. Donc pour moi, c'est un droit qui devrait être acquis à tout le monde. En fait, chacun devrait pouvoir jouir de ses droits et de dépenser son argent où il a envie. Et voilà, le monde est vaste, et si une personne a envie de profiter de sa retraite au Sénégal, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en fait c'est son problème, je vois pas pourquoi on devrait l'en empêcher, et donc aujourd'hui on peut pas. Et ensuite sur la question, pour revenir à la question des tirailleurs africains, en réalité ces droits ne sont acquis qu'aux tirailleurs africains. Les veuves de tirailleurs peuvent percevoir ce qu'on appelle une partie de la pension du combattant, du tirailleur, mais ça représente, l'ancien tirailleur touche à peu près 400 € tous les 6 mois. Il faut se dire que la veuve touchera moitié moins quand son mari touche moitié moins quand son mari est décédé. Donc non, ces droits ne sont ni applicables aux veuves, ni applicables aux enfants qui, justement, j'ai eu beaucoup de demandes d'enfants, d'anciens tirailleurs qui souhaitaient obtenir la nationalité française parce qu'ils veulent peut-être quitter leur pays d'origine et faire leur vie ailleurs et peut-être travailler ailleurs. Aujourd'hui, ça n'est pas possible pour eux. Et aussi, il y a des enfants de tirailleurs qui sont là en France et qui n'ont pas leurs papiers. On a de nombreux enfants de tirailleurs qui vivent sur le territoire national, qui sont venus par leurs propres moyens, qui prouvent qu'ils ont eu un papa ou un arrière-grand-papa ancien combattant, mais ça ne leur donne pas
le droit de pouvoir bénéficier d'une carte de séjour. Ils doivent passer par le cursus dit classique de demande de titre de séjour, et c'est extrêmement compliqué. On a des situations complexes. Alors avec notre association, quand on peut, on fait des courriers, on sollicite la préfecture, on interpelle les élus, on demande un appui, etc. Mais ça fonctionne très peu, voire quasiment jamais. Enfin, il y a eu la rue des tirailleurs sénégalais qui a été inaugurée il y a l'année dernière, je crois. Quel a été votre sentiment quand vous voyez la réalisation de votre combat? Alors, la place des tirailleurs dans le 18e arrondissement, pour revenir un peu dans le contexte, donc c'est une délibération qui a été proposée par un élu du 18e arrondissement, Mamsi Afa, qui a suivi aussi le combat autour des tirailleurs. On a travaillé ensemble sur certains projets. Et donc, il a proposé cette délibération au conseil municipal qui a été votée à l'unanimité. Et donc, la place des tirailleurs africain a vu des tirailleurs sénégalais, parce que c'est bien tirailleurs sénégalais dans le 18e, à la place des tirailleurs sénégalais dans le 18e a vu le jour le 11 mars 2023, si mes souvenirs sont bons. Et je trouve que c'est énorme, c'est magnifique, parce que en fait transmettre l'histoire, une partie de l'histoire coloniale, l'histoire des tirailleurs africains, c'est extrêmement difficile. Tout le monde n'a pas forcément envie de lire, tout le monde n'a pas forcément envie de regarder des documentaires, et en fait on a plusieurs leviers, plusieurs moyens de transmettre cette histoire. Nommer une place des tirailleurs sénégalais, quand les passants voient cette plaque, ils vont forcément se poser des questions, ou pas du tout, mais en tout cas si on arrive à interpeller une jeune fille, un jeune garçon, des adultes qui se posent la question de savoir mais place des tirailleurs sénégalais, qu'est-ce que c'est, et qui ensuite entament la démarche de faire des recherches sur internet, et ça sera déjà énorme. Et je pense que l'espace public est un des meilleurs leviers pour transmettre cette histoire, la culture évidemment, les films, les documentaires. Il faut pouvoir se saisir de tous les espaces pour transmettre cette histoire, donc c'est superbe d'avoir ça à Paris. Et dans le 18e en plus, un arrondissement extrêmement cosmopolite, c'est superbe. En avril 2023, vous partez avec vos tontons à Dakar. Comment s'est passé ce voyage et pourquoi ce voyage? Alors ce voyage est en réalité né du fait qu'ils ont pu rentrer définitivement dans leur pays d'origine. Donc là, de fait, c'était 9 Sénégalais. Donc on est rentrés, je les ai accompagnés avec des membres de mon association au retour au pays. Et c'était... je peux même pas décrire ce moment tellement c'était extrêmement émouvant. Je pense que je garderai cette image toute ma vie, parce qu'on part ensemble, donc 9 anciens, 5 membres de l'association, on est accompagné aussi par la directrice départementale de l'Office national des anciens combattants, on a le réalisateur du film Tirailleurs qui est avec nous, on a des médias qui nous accompagnent, et on se dit, après plus de 10 ans de combat, enfin, c'est fini, c'est terminé, il rentre, et on ne réalise pas sur le coup. On prend l'avion en fait comme si on allait en vacances au Sénégal, donc on ne réalise pas vraiment sur le coup, même si on a quelques images à l'aéroport, on a pas mal d'anecdotes marrantes à raconter, parce qu'on a des anciens qui ne s'étaient pas réveillés alors qu'ils sont toujours à l'heure, enfin bref. Et donc en fait on se rend compte de ce moment, au moment où on atterrit et qu'on descend de l'avion, et là déjà, on a pléthore de journalistes, on se rend compte que c'est l'événement national au Sénégal, on est en direct sur toutes les chaînes, etc. Donc on est un peu dépassé par les événements. Mais ce qui a été extrêmement marquant et qui m'a extrêmement marqué, c'est de voir en rang, en face, les familles qui les attendaient. Et en fait, quand on avance vers d'abord les autorités sénégalaises qui nous accueillaient, et qu'on a les familles juste derrière, en fait elles sont en larmes, elles pleurent, elles courent vers leur tonton, papa, grand-père en larmes, et cette image en fait elle me marquera à vie, parce que je me suis dit ça y est, c'est la fin d'un long combat, c'est la fin d'un long processus, c'est la fin de plus de 10 ans de combat, et en fait ils sont rentrés chez eux quoi. Ils sont rentrés chez eux, et donc oui, c'était extrêmement émouvant, magnifique, c'était beau, c'était fou. Comment s'est passée l'entrevue avec le président à l'époque?
Oui, le président de l'époque qui nous avait accueillis, c'était Macky Sall. Ça s'est bien passé. En fait, c'était une cérémonie, plutôt c'était une cérémonie d'accueil. Donc on a été accueillis sous les ors de la garde républicaine. C'était extrêmement marquant. Et puis les 9 anciens tirailleurs ont été décorés dans l'ordre national du Lion. J'ai moi-même été décorée en 2023 par le président de la République, donc forcément c'était émouvant. Mon papa était là, j'ai ma famille qui était là, donc c'était un moment très très fort. Et encore une fois, c'est l'aboutissement et la fin d'un extrême long combat, parce que ça a été un combat parfois difficile, semé d'embûches, où parfois on vous prend un peu pour une folle, où on vous dit mais en fait lâchez l'affaire, faut arrêter, stop. Ils sont en fin de vie, pourquoi tu te prends la tête? Enfin, j'ai entendu tellement de choses en menant ce combat que j'ai été plutôt fière de me dire que même s'il n'en restait pas beaucoup, 9 d'entre eux sont rentrés définitivement, d'autres ont emboîté le pas et qu'ils sont entourés de leur famille. Et pour vous dire, dans les 9 anciens qui sont rentrés, un est malheureusement décédé entre-temps, mais il est décédé dans son village, entouré de sa famille, apaisé. Et pour moi, ça, c'était aussi important. Il y a eu le film Tirailleurs, oui, d'Omar Sy, lui aussi, ancien petit-fils, oui, de tirailleurs sénégalais comme vous. Les tirailleurs sénégalais ont joué dans ce film-là? Non, les tirailleurs sénégalais n'ont pas joué dans ce film. Tirailleurs, film réalisé par Mathieu Vapier et coproduit par Omar Sy, dont il est l'acteur principal. C'est un super film. C'est un film en fait qui nous permet, nous en tant que politiques, militants associatifs, de faire avancer le combat de plusieurs années. Il a été, moi j'ai trouvé que ce film a été très juste, même si ça reste une fiction. C'est un film juste qui raconte le parcours de tirailleurs africains pendant la Première Guerre mondiale. Quand le film est sorti, certains anciens ont pu participer à des avant-premières. Ils ont rencontré Omar Sy la veille de leur départ, donc c'était un moment important pour eux. Ils ont été émus. Et c'est un film qui, à mon sens, doit devenir un outil pédagogique pour mieux apprendre de cette histoire. Quel est le message que vous lancez ici à votre grand-père qui est parti, mais qui vous a transmis les vibrations pour que vous puissiez vous battre pour sa cause? Un message, déjà, rien qu'un grand merci. Après, moi, j'ai pas connu mon grand-père, malheureusement, parce qu'il est décédé quand j'étais dans le ventre de ma maman. Mais je sais pas, je me suis toujours dit qu'il était là pour moi. Je pense que d'où il doit être fier. Il doit certainement être fier parce que c'était un ancien tirailleur qui a été ensuite sapeur-pompier, qui a élevé ses enfants à Saint-Louis et à Bokidiavé dans le Fouta, mais surtout qui a transmis cette force d'abnégation, de persévérance et d'éducation à ses enfants. Donc quelque part, je pense qu'il doit être fier et je pense que je tiens de lui en réalité. Quel est le message que vous passez par rapport à tout ce que vous avez mené durant toutes ces années pour des bonnes causes? Ne lâchez rien. Le message que je lance toutes les personnes qui sont dans des combats qui parfois sont difficiles ou parfois on a envie de laisser tomber, c'est de ne pas lâcher en réalité, c'est de ne pas lâcher parce que c'est compliqué. Le message que je fais passer, c'est aussi de s'entourer de bonnes personnes. Moi, pendant des années et des années, j'ai été seule dans ce combat, mais à force de faire des conférences, des événements, j'ai rencontré des personnes qui m'ont accompagnée. Chérifatou Birama, elle va dire que je l'appelle Chérifatou, mais Chérifatou Birama, Rougiata Sall, Mamadou Konté, Ramata Seck et d'autres personnes m'ont accompagnée quasi quotidiennement sur la fin de ce combat, et c'est toujours bien de pouvoir s'entourer de bonnes personnes parce que c'est pas évident, c'est clairement pas évident, mais ne pas lâcher, ne jamais lâcher. Quand vous êtes sûr, vraiment que vous êtes sûr du combat que vous menez. En fait, un combat ne peut pas se mener en réalité facilement, sinon on n'appellerait pas ça un combat. C'est semé d'embûches quasi quotidiennement, c'est des sacrifices énormes, ça on le sait aussi, mais le résultat en vaut plus que la peine, vraiment.